Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer un des plus gros sujets de ma chaîne. Il s'agit de l'injustice. Le sujet va être un peu long à traiter, mais je l'espère, il sera le plus complet possible. Je vais aborder la vidéo en deux parties. Une première qui va se concentrer sur l'injustice dans l'éducation nationale, lorsqu'on est enfant puis ado, et une deuxième partie sur l'injustice dans la vie adulte, dans la vie active, bref, dans la société. Je vous préviens, cette vidéo va être longue, mais elle est remplie de clés de compréhension. Elle est remplie d'exemples et de solutions, mais aussi d'extraits vidéo d'autres youtubeurs, afin d'imager mes propos. Vous ne vous ennuierez pas à aucun moment. Alors ne perdons pas plus de temps, on va commencer direct. Cela n'aura échappé à personne, mais l'éducation nationale, que ce soit l'école, le collège, le lycée, sont des institutions qui sont là pour former des futurs esclaves, des futurs employés, des futurs salariés, bref, des futurs soumis, et surtout de futurs consommateurs. Leur comportement reste le produit d'une culture et d'un système. On parlera dans une prochaine vidéo de comment le système scolaire forme les individus à se soumettre à l'autorité et comment son fonctionnement trie et hiérarchise les élèves dès le plus jeune âge. Avant, on donnait une note à l'élève, c'était fasciste, c'était horrible. Alors maintenant, on a décomposé sa personnalité en 84 micro-compétences. C'est du genre incapable de comprendre une question et d'y répondre, je sais pas quoi, enfin des micro-compétences. Ouais. Alors évidemment, vous connaissez la définition d'une compétence. Une compétence, c'est la capacité de s'adapter en situation de changement. D'accord ? Et donc, évidemment, toutes ces micro-compétences sont toutes des compétences à obéir à l'autorité. D'accord ? Par exemple, vous n'avez pas comme micro-compétence capable de résister à une autorité injuste. Par exemple. On apprend aux élèves à être soumis à l'autorité même si celle-ci est injuste, ce qui est absolument parfait pour un gouvernement totalitaire. Il faut dès le plus jeune âge que les enfants acceptent l'injustice tout en se soumettant aux règles du contrat social. Ainsi, tu joues avec des règles qui sont celles imposées par la société, mais dont ceux qui sont au pouvoir n'ont rien à foutre. L'école et le collège sont une jungle où il n'y a absolument aucune justice. Les forts font régner la terreur et ne sont jamais ennuyés pour ça. Il suffit de regarder à quel point le harcèlement scolaire est devenu un fléau. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Super Flame sur le harcèlement, elle est absolument glaçante. Et le sujet est tombé sur la table. L'une d'elles a lancé, un verre de bière à la main, « Mon fils se fait harceler à l'école ». Puis il y a eu un premier « Le mien aussi ». Puis une autre maman a rajouté « Ma fille aussi, elle en prend plein la tronche ». Et là j'ai compris. Cette saloperie de phénomène que je croyais s'être estompée au fil des années a en réalité empiré. Le lien est en description. On conditionne en fait les élèves à ce qu'il n'y ait aucune justice, car justice n'est jamais rendue. Il suffit de voir le nombre de suicides d'adolescents qui ne font qu'augmenter, et il n'y a aucun levier mis en place pour contrer ça, car il faut intégrer la soumission aux enfants dès le plus jeune âge pour qu'ils restent des esclaves qui ne se rebellent pas plus tard. Parce qu'un enfant bien construit qui lutte contre l'injustice deviendra un homme bien construit qui lutte contre l'injustice. Et ce n'est pas dans l'intérêt du système. Tout est fait pour orienter la superficialité plutôt que la construction d'une personnalité. Un garçon avec une veste Nike sera toujours plus populaire qu'un garçon qui lit Voltaire. Les valeurs de l'éducation nationale ne sont que l'injustice et la superficialité. Cela permet d'obtenir des soumis et des consommateurs, dont la seule préoccupation est l'apparence et la consommation, mais tout en restant des esclaves, et en ayant intégré le fait qu'il ne faut pas se rebeller. Oui, mais le correcteur, tu fais que pointer des problèmes et jamais apporter de solutions. Très bien, vous voulez des solutions, moi je vais vous en donner. Premièrement, on remet l'uniforme obligatoire. Ça évitera que des petits cons se sentent supérieurs parce qu'ils portent une veste Nike. Ça permettrait d'éloigner déjà les plus gros problèmes de superficialité. Ça aurait pu être mis en place depuis longtemps, mais évidemment ce n'est pas le but du système. Parce qu'il faut des futures personnes superficielles et consommatrices. Il faut inculquer dès le plus jeune âge que ton rang social se fait par l'apparence. Et que si jamais tu n'achètes pas le dernier truc pourri à la mode du moment, qui sera déjà has-been 3 mois plus tard, tu seras un paria qui sera harcelé et mis à l'écart. Donc voilà, solution, uniforme obligatoire. Deuxième solution, on n'apporte pas un portable qui coûte un SMIC dans un endroit où on est là pour apprendre. Tu es là pour t'instruire, pas pour jouer à Candy Crush. Mais là aussi, il faut maintenir la consommation à un niveau religieux. Ensuite, autre solution, on retourne à l'école non mixte. Tu es là pour apprendre, pas pour draguer. Mettre des ados sous hormones de sexe différents ensemble, c'est juste un moyen de les détourner du savoir vers toujours plus de désir. Encore une fois, le superficiel triomphe contre l'intellectuel. Toujours dans cette optique de former de futurs adultes, à être dans le désir, la superficialité et la consommation. Donc ça aussi c'est à bannir. Ça évitera les combats de coq, les combats d'ego, bref, vous réglez tous les combats superficiels. Bien, et pour enterrer une bonne fois pour toutes le harcèlement, il faudrait aussi remilitariser les écoles. Qu'on arrête d'avoir des femmes dans l'enseignement national progressiste à la morale inconséquente, et qu'on remette des hommes, et j'ai bien dit des hommes, pas des serpillères, pour recadrer tous ces déchets sociaux. Alors moi j'ai une proposition pour l'éducation nationale, bande de merde, c'est de faire appel à des mecs comme Éric Mercadier.
Voilà. Alors de quoi vient le respect? Ça vient qu'à un moment, tu leur apprends des trucs en leur mettant des gifles. Et ben si tu veux, après, si lui il était prof de maths, tout le monde serait très fort en calcul à la fin de l'année. Alors là, il y a une vidéo qui circule sur internet où on voit un jeune élève en train de braquer sa prof. Bon, résultat de 60 ans de laxisme et de vote PS par les membres de l'éducation nationale. Donc là, en fait, ils sont un peu en train de reprendre leur merde. Il y a un côté rigolo, mais le problème, c'est que cet énergumène-là n'a pas été puni, en fait. C'est-à-dire qu'il braque une prof, normalement, sa tête doit être séparée de son corps. Alors que là, le mec vit toujours et doit toujours percevoir des indemnités de la CAF, en fait. Donc là, il y a un problème. Je pense que le corps professoral n'est plus à même de gérer ses élèves. Les profs ne servent plus à rien, sont devenus des inutiles. Il faut la Légion. L'éducation nationale a besoin de la Légion. L'éducation nationale veut la Légion, le peuple français veut la Légion à l'éducation nationale. Il faut vraiment que voilà, les classes soient administrées par des mecs de la Légion. Parce qu'actuellement, les profs, c'est ça. C'est pas possible ce que tu fais, Christian. Je te rappelle que t'es là, dans la classe relève, pour justement... Voilà, justement pour ça. Tu me parles pas. Oui, j'ai compris, t'es en train de me tutoyer, tu me dis casse-toi. Vous me parlez pas. C'est déjà mieux. En fait, quand je parlais de serpillère, je parlais de ça exactement. C'est marrant parce que la gauche dépasse les espérances des parodies. C'est des sketchs vivants. Même les vidéos humoristiques ne sont pas de ce niveau-là. La réalité dépasse la fiction. La réalité dépasse la parodie. Moi, je vois un prof comme ça, dans ma tête, je vois ça. Allez quoi? On arrête les méchancetés là. Non mais parce qu'on est gentils, s'il vous plaît. Comme ça ensuite il va nous gronder et puis bon, Voilà comment le gauchisme règle les problèmes. Et encore, je le répète, mais je pense que la parodie est loin d'égaler ce qu'on voit dans la réalité. Allez, comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Yacine, vous êtes à l'école? Et ne me touchez pas, Yacine. Bon, dans cette vidéo, on voit une jeune prof faire un vol plané parce qu'elle a été bousculée par ce qu'on appelle une chance pour ce pays. C'est-à-dire que le mec débarque, il parle pas français, il a une tête de chibre et un survêt, mais toi t'es censé le voir comme une opportunité, sinon t'es pas humaniste. Et ça tombe bien parce que moi je suis comme une majorité de Français, j'en ai plus rien à branler de ces conneries d'humanisme. Donc le mec agresse une femme, mais le gaucho va t'expliquer que c'est pas de sa faute, c'est un jeune qui vit dans la précarité. Donc tous les jeunes qui vivent dans la précarité ont le droit de violenter les femmes ou c'est réservé à une certaine élite. On a souvent tendance à dire que les profs votent plutôt à gauche. Si j'étais coquin, je dirais cheh. Mais déjà je parle français et en plus on parle de l'agression d'une femme. Donc je vais oublier que la plupart des profs sont responsables de la situation dans laquelle ils se sont mis. Donc il arrive comme ça vers la prof qui lui répond: ne me touchez pas Yacine. Dans le son de sa voix, tu peux entendre 50 ans de déclin français. Allez quoi? On arrête les méchancetés là. Non mais parce qu'on est gentils, s'il vous plaît. Comme ça ensuite il va nous gronder et puis bon, Ne me touchez pas Yacine, moi je suis Yacine, tu me dis ça, je touche. Juste pour rappeler à cette prof que c'est fini le temps où les élèves français avaient un cerveau. Juste pour rappeler aux profs qui ont lutté contre le châtiment corporel que c'est pas pour autant que Yacine et sa bande vont pas vous défoncer. Et je dis ça parce que j'ai été en école catholique, là-bas le châtiment corporel était interdit, mais ce qui était encore plus interdit c'était d'être nul en maths. Donc on se prenait des tapes dans la nuque, des tirages d'oreilles, et là y a pas d'égalité prof-élève. Donc tu te plains au directeur, t'en prends une. Tu allais te plaindre à tes parents, t'en prenais une troisième. À la fin de la journée t'as 3 adultes qui sont tombés dessus. Le lendemain quand tu sors de l'hôpital, tu commences à réviser tes tables de multiplication. À la Légion, tous les problèmes se règlent comme ça. Rassemblement! Rien c'est pas une asile pour les réfugiés politiques ici! Il est ici pour voir prendre les choses correctement là! Allez, ferme ta galère en avant! Et mettez-vous en garde-vous sur le drone, c'est là! Les vacances sont terminées définitivement! Vous êtes pas ici pour se servir de système! Non, ça c'est une grosse merde! Ça c'est une grosse merde! Réveillez-vous! Voilà, là on sent que c'est efficace. Là on sent que si Jean-Michel Chocapic avec son pistolet là, en train de braquer sa prof, il croise Jean-Michel Polonais de la Légion, en fait il y en a un des deux qui va fermer sa gueule et en fait l'ordre va revenir. La société française a besoin de ça. Bon, le problème qu'on a c'est que les profs refusent l'autorité. Et parce que comme tous les profs sont communistes en fait, ou assimilés, ils veulent pas faire rentrer la tarte dans le game en fait, de l'éducation nationale. Or, on voit bien que ce refus de la violence crée des enculés sans limite en fait. Donc peut-être que finalement en fait la gifle peut tout résoudre. Je crois en la sainte gifle en fait. Là où la gifle doit régner, là où le laxisme règne en fait. Voilà. Et la solution viendra de là. Voilà comment la droite des valeurs règle les problèmes, de manière quand même largement plus efficace. Dans ma tête, ça donne à peu près ça. Coco Gadget à l'état d'urgence! Mais qu'est-ce que vous faites? Sophie, tu fouilles les placards! Toi le bico, tu ne bouges pas! Mais vous n'avez pas le droit! C'est quoi ça, hein? Voleur! Rien qu'un morceau de pain. Ta gueule, ouais! Sophie, t'as quelque chose? Non, t'entends! Y'a rien, t'entends! Bon, c'est pas grave, on l'embarque! Direction la tôle! T'auras tout le temps de chanter là-bas. On arrête avec la morale de fils de pute, totalement inconséquente et laxiste, qui a amené un sentiment d'impunité totale, et pour revenir à l'éducation et au harcèlement, qui a transformé le lieu du savoir en un enfer dont la seule solution pour certains jeunes est le suicide. Parce que je ne suis pas un très grand psychologue, mais à mon avis, le Jérémy intello qui avait tout pour réussir et qui se fait harceler, entre deux pensées de suicide, je pense qu'il a du mal à suivre les cours de français. Entre deux désirs de meurtre, je pense qu'il a du mal à suivre les cours de mathématiques. On sait aujourd'hui
aujourd'hui qu'un QI élevé est lié à l'émotion. Les personnes avec un QI élevé sont en général des personnes sensibles, avec une forte empathie, ce qui est logique puisque ça permet d'être plus attentif à l'enseignement. Cela permet de mieux recevoir et appréhender les informations. Mais c'est à double tranchant car cette personne sera également plus sensible à la violence et au traumatisme. D'autre part, la violence est corrélée à un faible QI, donc les cancres qui font du harcèlement ne sont pas des enculés pour rien. Il y a des études également qui montrent que les gens cool du collège finissent statistiquement plus par rater leur vie, ce qui est logique vu qu'ils n'ont eu besoin de faire aucun autre effort. Le problème c'est que ces parasites ne font pas que rater leur vie mais détruisent aussi celle des autres. Je vais vous prendre un exemple qui me vient d'un témoignage d'un ancien harceleur qui se moquait gratuitement d'une fille parce qu'elle était grosse, et quand une copine à elle est venue lui porter soutien, il n'a pas supporté et il s'est permis de la torturer psychologiquement sur le fait que son père était mort. Information qu'il avait eue par ses parents. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau de saloperie. La fille devait déjà être traumatisée par le fait d'avoir perdu son père, et cet harceleur s'est permis de se servir de ça comme levier pour retourner le couteau dans la plaie et la détruire psychologiquement. Le tout sans que ce n'ait eu la moindre conséquence pour lui. Et aujourd'hui, ça l'empêche pas de dormir. Par contre, elle, sa vie a été détruite à jamais. Elle a arrêté d'aller en cours, et si elle ne s'est pas suicidée, ça a sans doute détruit sa vie à jamais, lui laissant un traumatisme irréparable. Évidemment, tout ça a été permis par le laxisme. Tout ça a été permis parce qu'il avait l'habitude de harceler les gens, et qu'au collège, il n'y a absolument aucune conséquence au harcèlement. Il n'y a tellement eu aucune conséquence que même ses parents n'ont jamais été au courant qu'il était un harceleur. Des anecdotes comme celle-là, il m'en a raconté plein sans sourciller. Comme une fois où il s'était amusé avec plusieurs amis à balancer de la farine et des œufs sur un élève. Ce genre d'action qui déborde d'intelligence. Mais pour lui, c'était les meilleurs moments de sa vie. Vous savez, aujourd'hui, faire rentrer un élève au collège, c'est à peu près l'équivalent d'obliger un être humain à rentrer dans une cage à singes et d'obliger celui-ci à les côtoyer. Mais pas les singes intelligents, hein. Pas ceux qui sont dans les laboratoires et qui résolvent des puzzles de malades. Hein. Non, je parle des singes vraiment débiles. Ceux qui sont pissés dessus par le gardien et qui s'amusent toute la journée à s'envoyer leurs excréments. Et quand je pense au gars qui s'amusait à jeter de la farine et des œufs sur son camarade, je me dis qu'on n'est pas trop loin en fait. Bien selon l'idéologie de l'éducation nationale, l'élève à fort QI va élever le niveau des débiles mentaux. Ça, c'est le fantasme gauchiste. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? L'élève à fort QI et à forte sensibilité va complètement se faire ruiner psychologiquement par les débiles mentaux à faible QI. L'éducation nationale est un broyeur à personnalité. Ce n'est pas un endroit où vous allez élever le niveau spirituel de votre enfant, c'est un endroit où vous vous assurez que celui-ci soit réduit à l'état d'animal, basé sur l'instinct, la survie et le désir. Encore une fois, parfait pour une société d'individus qui ne se posent aucune question, une société basée sur le désir et le consumérisme, bref, de futurs esclaves facilement manipulables. La solution la plus réaliste, ce serait d'évincer les casseurs de couilles de l'éducation pour laisser travailler ceux qui veulent travailler. Si ton QI est trop faible pour comprendre ce qui est bien ou mal, si t'es trop con pour t'instruire et travailler, on va aller te faire casser des cailloux. Tu vas aller faire Charlie Chaplin et les temps modernes. Mais bon, ça n'arrivera jamais parce que c'est bien trop fascisant. C'est mieux de laisser la situation pourrir et de laisser le niveau se dégrader. Mais je reviendrai plus tard avec Zemmour, avec la dégradation du niveau scolaire. Gardez ça en tête. L'idéologie des profs gauchistes est à l'origine de la décadence de l'éducation nationale. Bah écoute, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour. Et je me rappelle, les profs nous ont pris la classe sans demander l'avis à nos parents ni rien. Ils ont dit à Toulouse ou ouais, à Toulouse. On va manifester contre Jean-Marie Le Pen. Bon, moi à l'époque j'étais un petit gauchiste de merde, tu vois, donc j'étais content d'y aller. Mais quand même, tu vois, ils nous avaient pas demandé notre avis. On va à la manif et tout. Et génial, pendant la manif, t'as un groupe de racailles qui vient emmerder les gonzesses de la classe. Tu sais, moi j'étais encore au collège à ce moment-là. Donc j'étais une petite merde, tu vois, et les gonzesses, elles avaient quoi, 14 ans, même pas, 13-14 ans, 14-15 ans. T'avais un groupe de racailles qui était venu les toucher, les tripoter, les molester, tu vois. Donc on venait manifester contre le méchant Jean-Marie Le Pen, qui voulait éclater les racailles, qui était en train de peloter des gamines de 14 ans. Voilà. Et donc la prof de gauche, mais enfin, vous voyez pas que vous donnez une mauvaise image, c'est pour vous qu'on vient manifester. Allez quoi, on arrête de méchanceté là. Non mais parce qu'on est gentil, s'il vous plaît, comme ça ensuite il va nous gronder, et puis on va... Donc la prof, elle faisait l'aveu que Jean-Marie Le Pen, quand il s'attaquait aux racailles, bah, il désignait ces gens-là. Et si tu veux, là, elle était face à un truc, c'est qu'en fait, elle venait manifester contre un mec qui voulait défendre les petites filles contre les racailles. Voilà. L'éducation nationale est un outil à maintenir l'injustice, ou en tout cas à lutter contre tout mouvement qui permettrait de rendre justice, mais qu'elle considère comme fasciste. On est bien à fond dans la doctrine. Imaginez si des profs avaient emmené des élèves manifester contre Macron, ou contre tout autre enculé politique de gauche au service de la droite capitaliste, ces profs-là se seraient fait licencier instantanément. Des profs peuvent faire du lavage de cerveau bien pensant et progressiste, mais s'ils font de l'éducation de la droite des valeurs conservateurs, alors là par contre ils
se font dénoncer instantanément par les collabos. Mais pour en revenir à la baffe comme solution, on va me dire... Oui, mais le correcteur, la gifle, c'est fasciste. Mais putain, espèce de cloporte, tu sais ce qui est encore plus fasciste? C'est l'absence de gifle colossale à l'origine du laxisme et dont résulte cet enfer dans l'éducation nationale. Et à mon avis, l'enfer est un peu plus fasciste que la baffe. Et si t'es pas capable de voir ce qu'il y a de plus fasciste entre les deux, c'est peut-être parce que toi dans ta vie t'as connu ni l'un ni l'autre, que t'as bien été protégé au chaud contre les violences du système, et que de ta putain de tour de piste dans ton quartier bobo, tu es capable de donner des leçons de morale de merde à ceux qui sont au contact de la réalité. Bien, l'éducation c'est destiné pour ceux qui comprennent le langage, pour ceux qui comprennent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et les trous du cul qui sont pas capables de comprendre le langage vont vite comprendre le langage des signes. Quand l'éducation ne marche pas, on applique ce qui s'appelle le dressage. C'est l'élément indispensable précédant l'éducation. Quand tu éduques un gamin à ce qui est bien ou mal, tu vas forcément devoir lui mettre une claque à un moment donné ou à un autre. Si on doit l'expliquer scientifiquement, ça permet de créer des chemins et des raccourcis dans le cerveau liés à la baffe. C'est-à-dire que quelque chose de mal moralement, il va l'associer à une claque. Le cerveau va faire un raccourci entre ce qui est mal moralement et la douleur physique. Son cerveau va faire l'association entre les deux, et c'est une fois ce câblage effectué que tu vas pouvoir commencer l'éducation. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut aussi être pris assez tôt. Un gamin, ça s'éduque dès la naissance. C'est pas à 15 ans que tu vas refaire son éducation. Par contre, tu peux toujours mettre des baffes et ça marche toujours à n'importe quel âge. La maturité vient quand on porte avec nous les conséquences de nos actes. On développe ainsi une certaine responsabilité. Seulement en traitant les enfants comme des rois qui ont tous les pouvoirs, en faisant en sorte que leurs actes soient systématiquement dépourvus de conséquences, on s'assure ainsi d'en faire des éternels enfants pourri gâtés qui ne grandiront jamais, qui ne seront jamais responsables et jamais matures. Et ça, c'est encore parfait une fois de plus pour un système basé sur le désir et la consommation et sur des caprices enfantins. On en revient toujours au même point. Deux futurs consommateurs esclaves, complètement superficiels et prisonniers de leurs désirs. On dit que la société s'infantilise et se féminise, c'est vrai, mais c'est aussi à peu près la même chose. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Bref, tout est fait pour déresponsabiliser les gosses, les pousser vers l'individualisme et l'égoïsme, et l'absence de valeurs permettant de lutter contre l'injustice. Cela pousse vers des raisonnements du style « tant que ça n'arrive pas à moi, tout va bien. Je m'en fous de ce qui peut arriver aux autres. » Et c'est comme ça que l'injustice grandit et perdure, par la destruction de l'empathie, au profit de toujours plus de nombrilisme et d'égoïsme. Et cela ne vient qu'amplifier la destruction de l'empathie, résultant de la surpopulation, qui induit une division des responsabilités par le nombre de personnes et fait surgir ce qui s'appelle l'effet spectateur. L'effet spectateur, vous savez, c'est cet effet de quand il y a un bus ou un métro blindé que quelqu'un se fait agresser, personne ne va réagir parce que tout le monde se dit que quelqu'un va réagir à sa place. La division des responsabilités fait tendre la responsabilité individuelle vers zéro. Sauf que ce résultat est permis par une éducation qui déresponsabilise les jeunes. Dans la réalité, peu importe le nombre de personnes, on devrait tous se sentir 100% responsables. Même au Moyen-Âge, dans des villages blindés de personnes, quand par exemple un pédophile violait un enfant, il n'y avait aucun des villageois qui dormait tant que le pédophile n'avait pas sa tête séparée de son corps. Les gens étaient soudés, chacun était 100% responsable et faisait preuve d'empathie. Ce qui peut arriver aux autres peut m'arriver à moi aussi. Seulement aujourd'hui, avec la destruction des valeurs, on a complètement désolidarisé le peuple français. Plus personne ne se sent touché quand il arrive un problème à quelqu'un. Et cela est le terreau le plus fertile pour ramener l'injustice. Ce qui me fait une transition toute trouvée pour parler de l'injustice dans la société. Les graines de l'injustice ayant été déjà plantées comme étant normales chez les adolescents, l'absence de réaction face à l'injustice va perdurer dans la vie d'adulte. Car comme je l'ai expliqué plus tôt, on a préalablement conditionné les gosses à être d'éternels enfants, qui ne grandiront jamais et ne seront jamais responsables. Et ça, j'ai pu le constater dans de nombreuses conversations. Quand vous parlez avec des gens, si vous ne leur parlez pas du beau temps, de ce qu'il va y avoir à bouffer à midi, du dernier film ou du dernier jeu vidéo en date, ils se braquent complètement. Ils sont totalement incapables d'aborder des sujets adultes, comme la politique, l'injustice, les problèmes de société, bref, tout ce qui leur ferait mal à la tête. Ils ne veulent pas aborder des sujets qui risqueraient de les empêcher de dormir la nuit. Quand tu parles de sujets fâcheux, de responsabilité et d'injustice, tu passes pour un trouble fête. Aujourd'hui, la plupart des adultes sont d'éternels enfants incapables d'aborder des sujets matures. Et c'est comme ça que l'injustice perdure. Plus personne ne se sent révolté contre l'injustice, car la soumission aura été faite plus tôt dans l'éducation. Et ça se voit particulièrement lorsqu'on parle de criminels remis en liberté ou de concitoyens innocents que l'on balance en prison parce qu'ils gênent le système. Quand je vois que par exemple, dans une discussion, quand tu vas aborder le fait qu'un multirécidiviste a assassiné
une personne, ou violer une petite fille, ou peu importe, en regardant les gens dans les yeux, tu vas te rendre compte que ça ne crée aucune réponse émotionnelle, aucun sentiment d'injustice ou de rébellion. On a formaté les personnes en légumes qui acceptent complètement l'injustice. J'ai même eu le droit à une réplique surréaliste, comme quoi il fallait accepter l'injustice et que c'est tout à fait normal. Ça vous donne le ton sur le niveau du lavage de cerveau qui a été subi. Les gens sont complètement asservis. Docile. Le niveau de contrôle des individus est arrivé au niveau du contrôle de leurs pensées. Ce sont désormais des robots dépourvus d'émotions. Et quand je parle de ces sujets, on me dit « Oui, mais comment tu fais pour dormir la nuit ?» Je vais pas leur répondre qu'effectivement j'ai du mal à trouver le sommeil, parce que sinon ils vont me dire que j'ai un problème. Mais oui, en fait, j'ai un problème. Un problème lié au fait que je suis un être humain et que j'ai développé ce qui s'appelle l'empathie, en fait. Moi, quand je sais qu'un criminel ne va pas partir en prison, alors qu'il a agressé gratuitement des gens innocents, oui, effectivement, je vais avoir du mal à le digérer. Quand j'entends qu'un violeur a été remis en liberté parce qu'il était pas assez intelligent pour comprendre que c'est mal, oui effectivement j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et j'ai un sentiment profond d'injustice lié à mon empathie qui, dans une société qui fonctionne bien, devrait être commun à tous les êtres humains. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que ces personnes qui sont également sans doute dans votre entourage et qui s'en foutent totalement de l'injustice et des problèmes des autres, deviennent tout à coup hystériques lorsque les problèmes se présentent à eux. Quand ce sont eux qui subissent les problèmes, ils trouvent ça insupportable et te demandent d'avoir une empathie dont eux-mêmes se dispenser lorsqu'ils n'étaient pas touchés. C'est vraiment le comble de l'hypocrisie. Mais encore une fois, c'est le résultat du conditionnement au nombrilisme. Le fameux « il n'y a que ce qui me touche qui est important. Seuls mes problèmes doivent affecter les autres ». C'est ce genre de psychologie qui ont amené à l'injustice banalisée. Car si tout le monde était empreint d'empathie, tous soudés contre l'injustice, il y aurait des centaines de raisons pour que le peuple se révolte contre le système. Le fait par exemple que les criminels ne vont jamais en prison, ou alors pour des peines minimes, ou que des multirécidivistes soient systématiquement remis en liberté, ou que des honnêtes gens qui dénoncent les problèmes sont en permanence emprisonnés. On se rappelle Tommy Robinson, on se rappelle Assange, on se rappelle Edward Snowden, et plus récemment, une simple manifestante avec un panneau mais qui, avec le nom de tous les dirigeants corrompus, s'est vue généreusement attribuer 6 mois de prison avec sursis, parce qu'elle a été jugée coupable d'antisémitisme, parce que certaines des personnes citées étaient juives. Mais c'est juste une excuse pour la juger coupable. Si sur toutes les personnes citées il n'y avait pas eu de juive mais un homosexuel, elle aurait été jugée coupable d'homophobie. S'il y avait eu 1 ou 2 personnes trans, elle aurait été jugée de transphobie. S'il y avait eu 2 ou 3 musulmans, elle aurait été jugée coupable de xénophobie ou d'islamophobie. Le fait est qu'il fallait juste trouver un prétexte pour la rendre coupable. Le but est juste de casser le cul de ceux qui dénoncent les dirigeants qui sont des manipulateurs. Oui, mais le correcteur, il y avait marqué Meki sur la pancarte et ça a été utilisé par un général antisémite. Oui, mais sombre crétin de une, ça voudrait dire qu'il ne faut plus utiliser de questions ni de mots qui ont été utilisés par des personnes antisémites. Par exemple, si un jour Hitler avait demandé comment ça voudrait dire qu'on n'a plus le droit de dire comment ça. Si Hitler a dit j'aime les beignets fourrés, on n'a plus le droit de dire j'aime les beignets fourrés sans être taxé d'antisémite. Vous voyez bien que là aussi c'est un prétexte stupide. Surtout qu'à chaque fois dans les conversations quand vous parlez des puissants, la question que les bobos gauchistes vont systématiquement vous poser c'est mais qui? De qui tu parles? C'est qui les puissants? Donc dans ce contexte-là, la question mais qui sur la pancarte était tout à fait justifiée. Mais je vais me recentrer sur le sujet parce que j'ai beaucoup digressé. Donc je disais qu'il y avait des centaines de raisons pour lesquelles le peuple pourrait se rebeller. Le fait que la justice ne punit que rarement et voire légèrement les criminels, qu'à côté de ça, les honnêtes citoyens en prennent plein la gueule de cette même justice qui est laxiste avec les criminels, mais qui dans le même temps encule jusqu'à l'os les honnêtes citoyens. Vous ajoutez à ça les conflits d'intérêts, les très nombreuses corruptions au sein des hommes politiques et du gouvernement, autant de raisons qui devraient faire que le peuple soit uni et renverse ce système oppressif. Seulement, ça n'arrivera pas, parce que ce même système maintient l'injustice pour habituer le peuple à la soumission. Cela permet aussi de maintenir la tension entre individus, car quand ceux-ci sont occupés à se battre entre eux, ils sont donc tout autant désolidarisés pour se révolter de manière unie contre un système oppressif. Donc tout l'intérêt du système corrompu, c'est d'utiliser l'éducation à des fins de conditionnement de soumission. Mais bien sûr, après avoir transformé le peuple en serpillère, il faut aller toujours plus loin dans la déconstruction. Il y a des mouvements qui commencent à se mettre en place pour laver le cerveau des enfants, toujours plus tôt avec de l'idéologie. Ça va permettre de faire des robots militants qui vont lutter non pas contre le système, mais contre le peuple, contre le vil mâle hétéro-cis blanc. Qui forme les enseignants à enseigner les mathématiques de la justice sociale à leur école maternelle, en passant par les élèves du secondaire. Ah oui, ils enseignent les mathématiques de la justice sociale depuis la maternelle jusqu'aux élèves du secondaire. En gros, comme le disait Jacotte, il faut récupérer les enfants pendant qu'ils sont pas encore formés et qu'on les matrixe au maximum à l'idéologie, parce qu'après c'est trop tard. Après ils deviennent trop intelligents et trop stables, on va dire cérébralement, pour arriver à descendre aussi bas dans l'illogisme et la connerie. Et donc, par contre, si tu les matrixes
dès la maternelle là-dessus, imagine ce que donneront des enfants matrixés à cette idéologie 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Imagine dans quel état ils vont être, quand ça sera la seule réalité qu'ils auront connue. Vous avez parlé de culture LGBT tout à l'heure. Je voudrais vous entendre sur deux fléaux qui ont probablement détruit l'école de la République. Vous avez d'abord le communautarisme islamique qui contraint de plus en plus l'enseignement. Bon, on a malheureusement célébré récemment l'assassinat de Samuel Paty, et on a l'idéologie LGBT qui a envahi les programmes scolaires. Alors, pouvez-vous me dresser un état des lieux et tenter de nous expliquer comment on a pu en arriver là ? Je vais vous dire, ce qui a d'abord détruit l'école, c'est l'effondrement du niveau scolaire. Et l'effondrement du niveau entraîne la perte, la baisse de culture, donc la baisse de capacité de jugement, et donc permet à des idéologies de s'emparer des cerveaux des enfants qui n'ont plus d'anticorps intellectuels. Mais permettez-moi, ça a été fait pour ça. Imaginez le remplacement de la population, pas par l'immigration parce que c'est pas le sujet, mais par une nouvelle génération d'individus qui seront complètement matrixés dès la naissance et dont le cerveau aura été lavé aussitôt. Déjà qu'on a du mal à lutter contre les idéologies qui viennent des États-Unis en luttant contre les progressistes adultes dans notre territoire, imaginez avec ces futurs robots complètement formatés. Déjà que c'était plus possible de lutter contre le progressisme, c'est déjà impossible de déconditionner les adultes et que le seul moyen de s'en sortir, c'était d'enseigner à l'école les dangers de l'idéologie progressiste afin que ce fléau ne se reproduise jamais. Imaginez que c'est exactement l'inverse qui va se produire et qu'on a toute une nouvelle génération d'enfants qui ne grandiront jamais et qui vont venir consolider le progressisme. Imaginez le cataclysme pour la société à venir. D'ailleurs, le combat de la droite des valeurs contre le progressisme, ce n'est pas une bataille d'idées, c'est la réalité contre le mensonge, la science contre la religion qui est devenue le wokisme. C'est une lutte de pouvoir où les progressistes n'ont absolument aucun scrupule à prendre celui-ci par la victimisation. Et vous avez bien vu qu'on ne peut pas déconditionner un progressiste. Une fois que le lavage de cerveau a été effectué dans l'éducation nationale, à moins d'une expérience traumatisante qui vient à revers de l'idéologie, un adulte matrixé ne change pas. C'est bien pour ça que le nerf de la guerre n'est pas le débat, mais l'éducation des enfants. Et les progressistes l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont investi l'éducation nationale telle une maladie. Et donc, ils tombent sur un lieu où il y a toujours l'esclavage. Il faut savoir, donc l'esclavage est aboli aux États-Unis, donc depuis la fin de la guerre des sécessions. Et donc elle est choquée, elle est là, oh mon Dieu, quand même, de l'esclavage dans les années, comme ça, aux États-Unis, mais c'est pas possible, on va abolir tout ça, l'esclavage. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Parce que Lars von Trier, c'est quelqu'un d'un peu subtil. Et donc, en fait, il va illustrer donc cette phrase de Rousseau que je disais, c'est-à-dire qu'en fait, eh ben oui, il y a des esclaves qui ont été contre nature, c'est-à-dire qu'on a pris des hommes qui étaient libres et on les a forcés à devenir des esclaves, on les a aliénés, on les a abrutis à devenir des types qui réfléchissent pas, qui pensent pas, qui sont complètement bêtes et qui obéissent et qui ont besoin qu'on leur donne des ordres. Et en fait, c'est ce qu'illustre le film, c'est-à-dire qu'en fait, donc, elle va libérer ses esclaves, mais elle va vouloir fonder une société un peu démocratique, mais elle va voir que la démocratie, ça prend pas et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ces gens-là ont tellement été usés, habitués à l'esclavage, ils ont perdu, finalement, ils ont été totalement aliénés, ils ont perdu toute volonté d'être libres et toute capacité à être libres. Au Moyen-Âge, ce qui permettait l'asservissement, c'était l'Église. C'était la soupape de sécurité qui permettait l'absorption des pressions sociales. C'était à l'Église qu'incombait la responsabilité de placer des verrous psychologiques dans les esprits des gens, afin que ceux-ci respectent le contrat social, en leur promettant une justice divine. Ne t'inquiète pas, t'es un esclave, tu te fais exploiter, mais si tu te soumets bien, que tu restes quelqu'un de bien et que tu restes à ta place, tu seras récompensé au paradis. Et ceux qui t'auront exploité ou fait du mal iront en enfer. Cette manipulation permet de désamorcer toute révolte naturelle. C'est un moyen de désarmer les individus psychologiquement. Aujourd'hui, la religion disparaissant, c'est la justice de la République qui encaisse ce rôle. Reste un bon esclave et justice te sera rendue. C'est grâce à ce mythe et à cette croyance en la justice que les citoyens acceptent tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la justice n'étant plus là pour rendre justice mais pour protéger des intérêts privés et casser le cul des honnêtes citoyens, la tension entre individus ne fait qu'augmenter car le contrat social est ébranlé. Tu sais, quelqu'un qui fait du mal, on peut pas enlever le mal. Tu sais, le bien, on peut pourrir le bien. Tous les jours, quand tu travailles à faire du bien, quand tu travailles à faire une société meilleure, il suffit d'un claquement de doigts pour baiser tout ça. Je vais te donner un exemple. Tu fais naître un enfant. Tu l'élèves, tu le nourris, tu l'aimes, tu le développes. Tu lui fais acquérir de la finesse. Tu le vois s'épanouir. Et il y a un fils de pute qui débarque et qui le viole. Un journaliste de Libération. Il débarque, il le viole. En un acte, il détruit 10 ans de travail. Il détruit une personne. Le mal qu'il a fait, on ne peut pas le défaire. Le bien que tu as fait, lui, il a pu le défaire. Et en fait, le mal, certaines fois, il faut qu'on puisse lui dire et lui montrer que lui aussi, on peut le défaire définitivement. Qu'il n'y aura pas de rédemption. Qu'il n'y aura pas, à un moment, tu sais, les gens disent « Mais c'est pire quand tu les envoies en prison parce que
Non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je suis quelqu'un qui me balade beaucoup dans mon imagination. Si j'étais dans une cellule, mes escapades, je les ferais dans ma tête. Quand t'es mort, comme disait Jacques Messrine, c'est la cellule de laquelle tu ne t'évades pas. Et en fait, un putain de violeur d'enfant, il faut pas l'envoyer en prison. Il faut lui coller une balle dans la FIFA pour que ça s'arrête. Il a fait du mal, on ne peut pas défaire le mal qu'il a fait, on va le défaire lui. On n'a pas pu défaire ce qu'il a fait, on va le défaire lui. Voilà, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus d'espoir. On a anéanti le mal. Parce qu'il y en a marre que le mal puisse anéantir le bien sans qu'on puisse anéantir le mal. Ça, c'est important aussi. Et les fondements de la religion catholique, c'est d'anéantir le mal. Moi, ça me casse les couilles que Salah Abdeslam puisse venir au tribunal se plaindre. Non, parce qu'attends, ça, il faut bien comprendre, c'est une humiliation et une provocation gigantesque qu'il faut au peuple français. Ce mec a tiré sur des Français innocents. Il vient à la barre et il se plaint des conditions dans lesquelles il est détenu. Et très froidement, il explique qu'il ne regrette rien. Tu le sais ça, il y a des parents de victimes qui se sont effondrés devant lui, pas une larme. Comment ça se nettoie ça? Comment ça se traite? Comment ça se soigne ça? J'ai pas envie de dire lui. Auprès d'une famille. Je dis pas lui quand je parle de Salah Abdeslam, je dis ça. Comment ça se guérit ça? Moi, mes ancêtres, pendant 8 siècles, ils l'ont guéri d'une certaine manière, ça. Donc en fait, ça, il y a une solution pour traiter ça, on la connaît tous, elle nous fera du bien, il faut la relégaliser. Et ça disparaîtra dans le néant quand on saura traiter ça. Et pour ça, il faut qu'on ait des bourreaux et qu'on remette la peine de mort, voilà, parce qu'on n'aura plus d'épisodes comme ça. Si on met la peine de mort au goût du jour, certes, Salah Abdeslam aura dit ses saloperies à la barre, mais on aura la satisfaction de le voir coupé en deux par la guillotine. Et ça nous fera du bien. Et ce sera vecteur de bien, tu sais pourquoi? Parce que quand un fils de pute s'en tire à bon compte, les gens ont du ressentiment et il y a une tension qui se crée. Quand la justice n'est pas rendue, la tension se crée. La France est au bord de l'explosion parce qu'il y a des gens qui jouissent d'une impunité. Ils disent des choses terribles, ils font des choses terribles et ils ne sont pas punis pour ça. Et donc on s'agace. Et le risque, c'est que le pauvre musulman qui a rien fait et qui est intégré et qui est gentil, ils prennent pour Salah Abdeslam parce que Salah Abdeslam ne s'est pas fait désintégrer. Si on désintègre Salah Abdeslam, on sera beaucoup plus détendu avec l'autre musulman, celui qui est tranquille, celui qui est pacifique. Tu vois ce que je veux dire? Si on explosait la racaille, si on explosait les mecs qui posent problème, on n'aurait plus de problème avec les autres qui posent pas de problème. Tu comprends ce que je veux dire? La limite, elle serait claire. Il n'y aurait pas de truc un peu ambigu, tu vois, qui fait mal au cœur, qui... La justice, le bien, le mal, la morale, etc. sont des concepts qui sont censés être les moyens mis en œuvre pour faire tenir une société debout. Mais leur usage a été complètement détourné. Ces verrous psychologiques ont été retournés contre le peuple, pour dominer celui-ci. Ce ne sont que des outils pour nous faire accepter la soumission, pour nous désarmer physiquement et psychologiquement. De même que les médias qui sont devenus la nouvelle religion, qui nous disent quoi penser et comment le penser. Toi, tu vois que l'injustice progresse tous les jours, et tu te couches tous les soirs avec la certitude que demain sera pire que la veille, mais la seule question dans les médias, c'est si les homosexuels sont assez représentés à la télé et à la radio. On est dans le déni complet des problèmes. La maison est en train de brûler, mais on se demande si on a bien nourri le chat. C'est une certaine vision des priorités. Mais bon, que ce soit les médias ou la justice, on est habitué aux fameux 2 poids 2 mesures. La morale est également un verrou psychologique. On apprend aux enfants des mensonges tels que le bien triomphe toujours du mal. Ce qui est totalement faux, c'est le pouvoir qui triomphe tout le temps. La vie n'est pas un combat entre le bien et le mal, mais entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Cela pousse les individus encore une fois dans l'asservissement, dans la recherche du bien et non pas du pouvoir. Ainsi, ils n'auront jamais le pouvoir de se défendre, car ils penseront qu'être quelqu'un de bien est suffisant pour triompher. Vous voyez bien que c'est encore une autre manipulation pour maintenir les gens dans la soumission. Et cela fait partie de l'éducation. Et quand quelqu'un s'est conformé à ces préceptes toute sa vie, à croire au bien, à croire en la justice, etc., et que ce soit un adolescent ou un employé de bureau, que celui-ci en prend plein la gueule en permanence, d'injustices diverses et variées ou de harcèlement, certains vont péter un câble et commettre des actes irréparables. Vous remarquerez que généralement ces gens-là sont traités de malades, de psychopathes, ou alors on va dire que les films rendent violents, ou bien les jeux vidéo rendent violents, etc. Bref, tout raisonnement stupide préconstruit qui nous évite de nous poser les bonnes questions, c'est-à-dire remettre le système en question. On va préférer pointer du doigt un malade mental plutôt que les psychopathes qui ont créé ce malade. Et d'ailleurs c'est assez injuste parce que le malade en question est juste en fait une personne normale qui a des émotions
émotions et réagit normalement à la souffrance qu'on lui impose. Mais ça, c'est pointé du doigt comme un problème pour éviter de pointer la responsabilité commune et pour éviter de pointer du doigt le système qui est lui le vrai problème avec toutes les injustices qui sont maintenues. On pointe du doigt les conséquences, pas les causes. Parce que si on nous apprenait à le faire, ça réglerait le problème et ce n'est pas dans l'intérêt du système, je vais y revenir, justement par rapport à l'éducation. Le nivellement par le bas et l'endoctrinement sont là uniquement pour que les gens ne se posent pas les bonnes questions et luttent contre le vrai problème, la vraie injustice, c'est-à-dire l'injustice de classe. Tout est fait pour maintenir l'esclavagisme contemporain. Le système a besoin de maintenir une certaine quantité d'injustice. S'il n'y a pas d'injustice, le peuple va se tourner comme un seul homme vers la seule injustice restante, l'injustice de classe. C'est pour ça que le système doit maintenir un certain niveau d'injustice. Mais s'il y a trop d'injustice, et que tous tes esclaves s'entretuent, c'est mauvais pour le commerce et le libéralisme. Donc voilà le but du pouvoir judiciaire. Maintenir pile poil ce qu'il faut d'injustice pour garder le peuple dans l'esclavage et la soumission. Et laver le cerveau des gens grâce à tous les outils nécessaires et possibles pour que le peuple lui-même se mette à défendre le système qui l'a servi. Vous avez sans doute déjà dû entendre, oui la justice n'est pas parfaite, mais ils font ce qu'ils peuvent, oui mais le système est comme ça, on peut rien y faire, oui mais finalement le système il est pas si mal, oui va voir ailleurs commencer la dictature, bref autant d'excuses que possible que les gens vont chercher par eux-mêmes pour défendre le système dont ils sont victimes. Le peuple reste à sa place, et les puissants restent à leur place et continuent de profiter du système. Tout a été fait grâce à un conditionnement préalable pour nous maintenir dans la passivité et pas dans la réaction. Car si tout le monde est dans la réaction, le système se fait renverser sans aucun souci. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question et d'avoir suffisamment expliqué pourquoi l'injustice existe, pourquoi elle est maintenue et son utilité pour le système. C'est une des pièces d'un plus grand puzzle qui est un élément préalable à la compréhension et une vue d'ensemble sur le système. Je sortirai une vidéo prochainement sur cette vue d'ensemble et sur les mouvements divisionnaires. Ça fait plusieurs semaines que je prépare cette vidéo. Elle me permettra d'établir également des nuances entre les différentes gauches et les différentes droites. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle fut longue mais je l'espère la plus complète possible. N'hésitez pas à commenter. Surtout le plus important, n'hésitez pas à la partager. C'est vraiment nécessaire pour projeter cette chaîne en avant et la faire vivre. Si vous êtes nouveau et que vous avez regardé jusqu'au bout, eh bien merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo sur les mouvements divisionnaires. Ciao!